Chers amis téléspectateurs d'ED TV, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver en tout cas en ces jours. C'est toujours un plaisir d'être avec nous, de partager avec vous certaines informations relatives à l'actualité congolaise de la diaspora et de Kinshasa même. Et en ce jour, nous recevons un des fils du Congo en la personne de Damien Twambi. Damien, bonjour. Bonjour Marco. Damien, vous êtes actuellement dans une nouvelle dynamique que vous appelez PNC, prenons-nous en charge. Avant peut-être d'aller plus en détail par rapport à ça, pourriez-vous nous dire qui est Damien Twambi? Tellement qu'on vous voit dans plusieurs casquettes, les gens ne savent plus, en tout cas, qu'est-ce que vous êtes, où vous situez. Merci pour la question. Mais je suis Damien Twambi, hein, comme vous le dites, patriote. Je suis un fils du Congo, évidemment, par rapport à différents niveaux de potentiel que j'ai. Ça m'implique évidemment dans différentes activités. Mais alors, politiquement, donc vous venez de le dire, hein, aujourd'hui, je suis secrétaire général de PNC, donc la plateforme politique Prenons-nous en charge. Voilà. Mais Damien Twambi, on vous a vu dans la lutte pour les sans-papiers, on vous a vu dans la FCI, la Force du Combat Intelligent, on vous a vu dans le réseau des associations, en tout cas de la diaspora au niveau international, on vous a vu en tout cas dans pas mal d'activités. Qu'est-ce qui vous pousse comme ça à aller d'une activité à une autre, d'une association à une autre, alors qu'on ne voit pas vraiment à quoi est-ce que cela aboutit jusqu'à aujourd'hui? Vous allez encore demain nous apporter quelque chose d'autre? Merci pour la question, Marco. Mais ce n'est pas que je passe d'une association ou d'une structure à une autre. En fait, je suis de manière permanente, n'est-ce pas, dans différentes activités, évidemment, en fonction de l'opportunité. Vous avez parlé des sans-papiers, mais ça fait quand même une vingtaine d'années que moi je suis dans la société civile, que je suis dans des structures associatives, hein, d'accompagnement social. Et même à un moment donné, c'était vraiment une activité à caractère professionnel, hein, parce que j'ai évolué dans des associations dans lesquelles j'étais membre, j'ai fait de l'accompagnement social. J'ai aidé beaucoup de nos frères congolais dans tout ce qui était procédure et tout ça. J'ai appris aussi un peu sur le tas le droit des étrangers. Donc c'est quelque chose qui continue jusqu'à présent d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire c'est pas des trucs, c'est pas des choses qu'on doit tout le temps montrer publiquement. Moi, je continue à recevoir plusieurs de nos frères et nos sœurs qui ont des problèmes des papiers, qui ne savent pas interpréter la Convention de Genève ou qui ne savent pas comment se retrouver par rapport à la demande d'asile ou autres démarches, des recours et consorts, comment orienter vers des personnes beaucoup plus compétentes. Ça continue, mais sauf que ce n'est pas toujours mis en exergue. Je sais qu'il y a plusieurs années, ce n'est pas ça c'est ça qui était mis en avant, mais progressivement, il y a plusieurs intérêts évidemment qui apparaissent. Voilà, ça c'est une des casquettes que vous avez citées, mais sinon on vous a vu avec la Fédération des Congolais de Belgique, où en est-on? Les Congolais se sont fédérés ou pire encore? Non, l'initiative de cette fédération. Ah non, mais j'étais président de la Fédération congolaise de Liège. Hein? Au niveau de Liège, c'est dans la province de Liège. Les Congolais se sont mis ensemble et ont décidé de s'organiser pour être beaucoup plus efficaces. Hein? Et voilà, donc j'ai été élu président de la Fédération congolaise de Liège. Et peut-on retenir de ça? Vous pensez que ça aboutit à quelque chose? Oui, mais je crois que c'est déjà quelque chose. La Fédération congolaise de Liège, c'est quelque chose qui existe, que ce soit sur le plan structurel, et il y a des animateurs. Moi, j'étais président, j'ai fait mon mandat, j'ai fini, on a eu des élections. Aujourd'hui, j'ai passé la main à un nouveau conseil d'administration qui continue à travailler et chacun a ses défis. Et c'est un comité de gestion, l'actuel, je veux dire, qui est composé de beaucoup de jeunes qui sont dynamiques et en tout cas, nous avons confiance. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne, qui évolue et déjà qui répond à ce besoin de se structurer et de pouvoir devenir beaucoup plus efficace. Pour l'instant, vous êtes combattant ou politicien? Moi, aujourd'hui, les deux. Ah non, moi, aujourd'hui, je mène ce qu'on appelle... J'appelle mon combat, c'est un combat politique et révolutionnaire. Mon combat, c'est un combat politique et révolutionnaire. C'est-à-dire? Mais non, avant de définir c'est quoi, comment je voudrais revenir sur le concept de combattant. Parce que généralement, quand on dit combattant, on a l'impression que c'est une catégorie des personnes qui se sont fait remarquer par tout ce que vous connaissez, hein, un peu tout ce qu'on appelle lumbe, des choses comme ça. Mais combattant, c'est qui? Vous savez, moi, je fréquente une église où, par exemple, à la fin de chaque culte, il y a un groupe de
de personnes qui se mettent dans un coin pour prier pour le Congo. Hein? Ces gens-là, moi, je les appelle des combattants. Sauf que leur combat, c'est un combat spirituel. Hein? Pour eux, ils considèrent que le Congo a un problème qui a aussi une dimension spirituelle et il faut que des gens puissent prier pour le Congo. Ces gens-là sont des combattants. Hein? Mais vous allez voir encore au-delà de ça. Il y a des gens qui font un combat politique, purement politique. C'est par exemple des partis politiques d'opposition. Ils mènent un combat, c'est un combat politique. Et lorsque je parle d'un combat révolutionnaire, il y en a qui pensent, par exemple, que la démarche politique ne suffit pas. Il faudrait, par exemple, une sensibilisation, il faudrait mobiliser les masses populaires, il faudrait faire des pressions populaires, et il faudrait utiliser d'autres méthodes, par exemple, utilisées à l'époque, comme c'est utilisé à l'époque de la résistance. Ça, c'est un aspect... Comme notamment les Lumbe Lumbe. Bon, Lumbe Lumbe, c'est autre chose. C'est aussi un autre combat. On va y arriver. Hein. Mais comment je parle d'un combat révolutionnaire, c'est vraiment dans le sens pur du mot. Hein. Parce que une dynamique de révolution, c'est quoi? C'est comme quelque chose d'organisé, quelque chose qui aboutit à une rupture. On passe d'un système comme celui qu'on a actuellement, d'une dictature, à quelque chose de démocratique. Et ça continue, la révolution continue. Parce que dès que vous avez un leadership crédible, il faudrait révolutionner l'économie. Il faudrait une révolution politique chez nous, une révolution sociale. Une révolution culturelle, ça continue. C'est dans ce contexte-là que moi je parle du combat révolutionnaire. Mais cela passe évidemment par la sensibilisation des Congolais. Et toujours dans cette optique des combats révolutionnaires, on vous a retrouvé dans la FCI. Oui, mais la force du combat intelligent. Oui, donc oui. Vous sembliez vous différencier un peu des autres combattants avec votre sigle force du combat intelligent. D'ailleurs, ça créait un peu une certaine polémique et une certaine division quelque part entre combattants. Où est-ce que vous en êtes? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu... la sauce n'a pas prise au niveau de la FCI? Non. Vous êtes parti de la FCI? Oui, mais moi je crois qu'ici le problème, il faut le situer d'une manière globale. Hein, parce que la FCI, déjà, vous allez vous souvenir qu'on est parti de ce qu'on appelait CPCR. CPCR, c'était quoi? C'était un peu une sorte de plateforme qui mettait tous les Congolais hein, qui mènent un combat politique, un combat pour le Congo, ils se mettaient dans le sigle de CPCR. Et évidemment, là, il y a eu un problème parce que, voilà, des élections contestées de manière... Tout ça, vous allez vous souvenir. Et finalement, il y a eu la FCI qui s'est créée, qui s'est dégagée de tout ça. Donc, il faut dire que la question de l'unité des Congolais, c'est une question qui, moi, aujourd'hui, j'en arrive aux conclusions que c'est une fiction. On ne peut pas penser à l'unité des Congolais. C'est quelque chose... Pour le moment, les Congolais ne sont pas encore prêts à militer. Vous êtes l'ancien président de la Fédération des Congolais. Oui, mais je le dis en connaissance des causes, parce que j'ai été président de la Fédération congolaise. J'étais donc actif dans la communauté. Je viens de vous dire que je suis membre d'église, et vous connaissez mes activités dans la communauté. Je suis vraiment ancré dedans. J'ai beaucoup de paramètres et d'éléments qui me permettent à dire que l'unité des Congolais au stade actuel, c'est quelque chose de très difficile. Le rassemblement, oui. Je reviens sur... Ce qui vous pousse, pardon, ce qui vous pousse alors à aller d'une association à une autre? Non, quand vous vous rendez compte que finalement cette unité-là ne peut pas se produire dans une association, vous en créez une autre non, ce n'est pas ça. Vous ne m'avez pas compris tout à l'heure à cette question. Je ne passe pas d'une association à l'autre. Je reste constant avec des activités qui ont différentes orientations. Je donne un exemple. Moi, je suis chrétien. Je fréquente une église. Je suis actif dans une église. Je participe dans les activités de mon église. Ben, vous allez me dire, mais comment est-ce que tu es à la fois à l'église et en même temps tu fais la politique? Tu vois? C'est pour dire qu'il y a différentes casquettes. Je suis un ancien du complexe solaire Cardinal Maloula. Il existe une association des anciens de Maloula. Ben, alors vous allez me dire, mais du fait que tu es membre de l'église ou membre d'un combat politique, il ne faut pas aller dans l'association. Ça veut dire qu'un homme, en tout cas, a plusieurs... on a tous... Est-ce que vous ne vous éparpillez pas un peu dans toutes ces associations? Ça ne vous prend pas tellement du temps qui vous empêche de vous concentrer sur une seule chose? Non, ça n'éparpille pas dans la mesure où toutes les associations ont des objectifs différents et il faut dire que ce ne sont pas des structures qui fonctionnent de manière permanente à tout moment. Et puis il faut aussi reconnaître que ça dépend du potentiel des personnes. Je ne me jette pas de fleurs, mais j'ai toujours l'impression que j'ai une certaine capacité de faire plusieurs choses à la fois, surtout quand ça n'a pas les mêmes objectifs. Je reviens sur la question de la FCI. La FCI, vous allez vous souvenir qu'on parlait du combat intelligent. Hein, combat intelligent, c'était effectivement pour sortir un peu du combat de la rue. Hein, pour apporter un peu une plus-value, une valeur ajoutée au combat de la rue. Que les gens ont l'habitude de voir. Voilà, c'est ça. C'était vraiment ça l'objectif. Mais il faut comprendre que moi, je suis aussi le genre, lorsque je suis dans une démarche, hein, effectivement, et que je donne du mien et que l'objectif poursuivi n'est pas atteint,
Donc il faudrait trouver des stratégies, prendre des dispositifs pour être beaucoup plus efficace. La persévérance, ce n'est pas votre tasse d'été. Hein. Non, mais je persévère, mais il faut être réaliste. C'est-à-dire que moi, je suis carré, je suis scientifique au départ, je suis très carré. C'est-à-dire que j'ai appris, moi, à l'UNIV, j'ai appris la gestion des risques. C'est-à-dire, je sais voir les choses de loin. Je sais voir qu'avec les paramètres que j'ai là, je n'aboutirai pas à quelque chose. Il y a un homme, ça, je crois que ça doit être Einstein, qui disait qu'il ne faut pas rêver, ne pensez pas aboutir à des résultats différents alors que vous utilisez les mêmes paramètres, les mêmes données de départ. Ne rêvez pas. Donc moi je sais que si je suis devant les mêmes données, j'aboutirai aux mêmes résultats. Mais justement, voilà. justement c'est un danger pour les personnes avec lesquelles vous travaillez. Donc si jamais demain vous ressentez des choses du style que ça ne va pas aboutir, vous allez encore partir et aller faire autre chose. Parce que là, vous êtes dans une nouvelle dynamique que vous appelez PNC, prenons-nous en charge. Nous allons d'ailleurs y arriver. Prenons-nous en charge. Si jamais vous percevez qu'il y a certaines choses, il y a certains couacs, vous allez encore partir de prenons-nous en charge et aller voir ailleurs ou aller créer autre chose. Pour moi, c'est une continuité. C'est une continuité. Aujourd'hui, je ne suis pas en conflit avec la FCI. J'ai pris certaines dispositions, mais jusqu'à ce jour, je reste en harmonie plus ou moins avec la FCI. La FCI qui d'ailleurs est un des fondateurs de PNC. Vous comprenez, c'est un des fondateurs de PNC. C'est vraiment la continuité. On va y arriver, Damien, puisque vous parlez de PNC. Parlons de PNC. PNC, c'est quoi, en fait? PNC, c'est prenons-nous en charge. Prenons-nous en charge, c'est quoi? C'est déjà un slogan, hein, tu vois, c'est déjà un slogan. Vous savez, c'est celui qui l'a prononcé, le premier, c'est le président Étienne Tshisekedi. Oui. À un moment donné de sa démarche politique, et par rapport à tous les enjeux en 2011-2012, à un moment donné, il se dit... Il a fort insisté sur... Voilà, et là, voilà, mais attendez, prenez-vous en charge. Mais moi, je crois que... je me suis posé la question de savoir, nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce qui motive le président Étienne Tshisekedi à lancer un tel message. C'est parce que je crois qu'il a peut-être constaté que les Congolais, surtout la jeunesse particulièrement, sont de manière générale dans une position d'attentisme. Ils attendent, ils dépendent. C'est-à-dire c'est comme s'ils étaient suspendus aux paroles d'Étienne Tshisekedi. Ils sont suspendus, par exemple, au verdict de la communauté internationale. Les gens ne comprennent pas que les solutions du Congo viendraient des Congolais eux-mêmes. Pendant plusieurs années, les gens sont restés attachés à leur leader, dépendre de leur leader, dépendre de la communauté internationale. À un moment donné, le président Tshisekedi voit qu'il y a un danger, il le dit. Prenez-vous en charge. Ça ne veut pas dire que voilà, moi je vous laisse le bordel, mais prenez-vous en charge. Et nous en avons fait notre slogan et notre devise en fait philosophique et idéologique. Prenons-nous en charge. C'est un état d'esprit. Ça rassemble qui et qui en fait? Ici, la particularité de Prenons-nous en charge, c'est vraiment des personnes, physiques ou morales, qui se reconnaissent dans les valeurs tshisekédistes. Hein? Au départ, prenons-nous en charge, ça veut dire devenons des acteurs de changement nous-mêmes. C'est un peu catalogué UDPS là. Non, ce n'est pas l'UDPS. Non, mais Tshisekedi, UDPS c'est Tshisekedi. Non, ne voilons pas la face. Non, le président Etienne Tshisekedi a été élu en 2011. Oui. Pas comme le président de l'UDPS, mais le président de tous les Congolais. La majorité des Congolais ont choisi Etienne Tshisekedi comme leur président. Donc nous disons très bien, on ne parle pas des valeurs de l'UDPS, des valeurs tshisekédistes. Et puis nous ne mettons pas, on ne fait pas un lien direct avec la personne d'Etienne Tshisekedi. Hein? C'est-à-dire que quand on dit les valeurs tshisekédistes, je peux te les citer quelques valeurs. On dit ce monsieur a toujours prôné l'état de droit. C'est vraiment ça son credo, l'état des droits, l'état de droit. Nous, on en fait nôtre aussi, l'état de droit. Mais au-delà de ça, nous nous sommes dit, essayons d'observer un peu la vie de cette personne, de Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il a caractérisé? Il y a certaines valeurs qui l'ont caractérisé. Par exemple, la constance, la détermination, la persévérance, la vision. Hein? Donc, et puis le bannissement de la peur. Ce sont des choses qui... Est-ce que prenons-nous en charge ne serait pas une équipe B ou C de l'IDPS ou encore ne vient pas en remplacement de Tshisekedi for President de 2011? Non, nous encourageons d'ailleurs toutes les dynamiques qui se mettent sur pied, qui se reconnaissent dans les valeurs tshisekédistes. Le PNC, ce n'est pas l'UDPS. Nous ne sommes pas des membres de l'UDPS, nous ne sommes pas de l'UDPS. Nous sommes des partenaires
C'est très normal, on est partenaire, et partenaire de toute autre structure qui se reconnaît dans ses valeurs. Nous, nous prônons l'état de droit. Nous voulons en tout cas avoir ces valeurs qu'on a retrouvées en lui, les retrouver en nous-mêmes. La détermination, la constance et toutes ces choses-là. C'est ça en fait, prenons. Nous voulons être nous-mêmes acteurs de changement. Il y a quelqu'un qui dit nous devenons ce que nous sommes. Oui. Ça veut dire, nous devenons ce que nous sommes, ça veut dire que le futur est déterminé par ce que vous faites de votre présent. Nous voulons aujourd'hui construire notre futur. Nous voulons être vraiment des acteurs de développement, des acteurs du changement intégrés dans notre pays, que ce soit sur le plan politique, économique, social et culturel. Voilà. Mais se prendre en charge, c'est entre autres être créatif soi-même. Vous parlez tout à l'heure de nous, les jeunes. Oui. Nous ne sommes pas créatifs, mais quand vous vous fiez à l'idéologie d'Étienne Tshisekedi, c'est comme si vous vous offrez à lui et vous mettez un peu en exergue votre créativité, votre pensée et votre propre philosophie que vous pouvez avoir, vous, en tant que jeune. Ah non, ça c'est une confusion. J'insiste. Hein. Oui. Avec Étienne Tshisekedi, nous sommes en train de nous inspirer de son discours et de ce qu'il a été. On se base, c'est vraiment des valeurs. Le fait d'aspirer à un état de droit, c'est une valeur remarquable aujourd'hui, surtout dans le contexte politique actuel. Le fait d'être déterminé, constant, persévérant, ce sont des valeurs que nous exploitons pour pouvoir initier de nouvelles choses. Vous allez d'ailleurs voir que le PNC, nous sommes d'ailleurs en train d'installer le comité PNC localement à Kinshasa. Mais à Kinshasa, nous sommes plus focalisés sur la jeunesse. C'est un comité constitué des jeunes. Et le travail qu'on fera, c'est autour des jeunes. Non, pas du tout. Il n'existe pas de JUDEPES. Il existe la Ligue des jeunes de l'UDPS, qui ont leur créneau, qui ont leur démarche, qui ont leur... Vous n'êtes pas un peu en conflit avec cette Ligue? On n'est pas en conflit, d'ailleurs, on est partenaires. Vous comprenez? Nous, on est en contact avec la Ligue des jeunes de l'UDPS. Il y a des membres de la Ligue des jeunes qui sont dans le PNC? Non, il faut faire une différence nette entre le PNC... Il n'y a pas des membres des Ligues des jeunes qui sont dans le PNC? Non, pas du tout. Il n'y a pas de membres de la Ligue des jeunes de l'UDPS qui sont dans le PNC, surtout le comité local. Oui. C'est des gens qui sont... Et puis, on a insisté sur ça. Hein. Vous savez, lorsqu'on fréquente l'UDPS, généralement, qu'est-ce que nous disent les gens? C'est que non, voilà, vous cherchez une façon de vous accrocher à l'UDPS pour votre promotion. Mais nous, on leur dit, nous avions été reçus, je crois, le 9 janvier par le président Étienne Tshisekedi. Nous le lui avions dit... C'était un forcing, hein? Nous le lui avions dit nous-mêmes. Un forcing, dans quel sens? D'être reçu par le président, parce qu'à l'époque, il y avait une certaine cohue, tout le monde voulait être reçu, et le PNC en a profité, lui aussi, pour être reçu. Ah non, mais le président reçoit tout le monde, hein, le président reçoit tout le monde. Sauf qu'en ce moment-là, nous avons trouvé opportun, on s'est dit, voilà, maintenant, nous sommes prêts à aller nous présenter chez le président Étienne Tshisekedi. Le président reçoit tout le monde, il est ouvert. Vous êtes autonome, vous êtes indépendant, mais vous avez quand même ressenti ce besoin-là d'aller recevoir une sorte de baptême de Tshisekedi par rapport au PNC. Non, nous sommes indépendants, nous avons quand même senti ce besoin d'aller le lui dire en face. Un problème du Congolais, c'est parfois le manque de reconnaissance. Ça nous caractérise, le manque de reconnaissance. Nous sommes allés lui dire, président Étienne Tshisekedi, nous sommes PNC, on se prend en charge. On n'est pas de l'UDPS, on ne vient pas pour se coller à l'UDPS, on ne vient pas profiter de l'UDPS. D'ailleurs, on vient apporter un plus à l'UDPS là où il y a des failles. Et on lui dit que nous sommes autonomes, mais nous venons manifester notre reconnaissance parce que vous avez été comme quelqu'un pendant toute votre vie qui avait marqué certaines valeurs qui nous servent à nous aujourd'hui de base pour pouvoir en tout cas créer, concevoir le Congo de demain. Et voilà. Que pensent les dirigeants de l'UDPS par rapport à ça, hormis le président Tshisekedi lui-même? Oui, mais écoutez, le PNC, comme j'ai dit, nous nous considérons comme des alliés de l'UDPS. Nous sommes partenaires avec l'UDPS. Pourquoi? Parce que je considère que ce sont les mêmes valeurs, plus ou moins, qui sont partagées. Donc ça, c'est très normal. En tout cas, ce jour-là, le président Étienne Tshisekedi nous a recommandé entre les mains d'un de ses cadres pour pouvoir maintenir la collaboration entre le PNC et l'UDPS. Il n'y aura pas de conflit d'intérêt là? Non, il n'y a pas de conflit d'intérêt parce que nous ne venons pas pour être pris à la main par l'UDPS. Nous allons créer notre créneau, notre réseau. À Kinshasa, nous allons travailler, nous aurons des jeunes qui seront des candidats à tous les niveaux au moment opportun. Et évidemment, ce sont des jeunes qui ne vont pas se refuser. On ne peut pas te refuser ton statut de tshisekédiste, même si tu ne le dis pas. C'est-à-dire qu'on le lui a dit que lorsque nous
ont la période électorale, par exemple, nous, on ne portera pas des t-shirts avec l'effigie d'Étienne Tshisekedi, mais on dira, nous sommes des Tshisekedistes. Nous avons notre créneau monnaie Tshisekedi. Et Tshisekedistes, pourquoi? Par rapport aux valeurs développées par Étienne Tshisekedi. D'accord, Damien. Avant d'arriver aux objectifs du PNC, Oui. qui ont créé le PNC? Oh là là, il y a beaucoup... C'est vous? Non, mais il y a beaucoup de membres fondateurs. Le PNC, c'est une structure qui est internationale. Hein. Il y a des membres qui sont ici en Belgique, en France, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. C'est arrivé comment? Vous êtes comme ça, réveillé, et puis vous dites, voilà, on va créer PNC. Non, mais il y a toujours Ah non, il y a toujours une initiative. Il y a toujours quelqu'un ou un groupe de personnes, en tout cas, qui lance l'idée. Un bref historique, ça vient de qui? Ça vient d'où? De quel pays? Des États-Unis, de la France, de la Belgique? L'idée de PNC vient de la France. Okay. Nos amis, il y a beaucoup de Tshisekedistes en France. Okay? À un moment donné, ils ont lancé l'idée. Hein? Ils se sont dit, voilà, essayons de réfléchir autour de ça parce que nous avons constaté que voilà, dans différents pays, il y a beaucoup de personnes quand même qui se disent Tshisekedistes, qui partagent les valeurs Tshisekedistes. Pourquoi ne pas constituer un front pour être beaucoup plus fort et puis avec des objectifs qui sont clairs? Tout à l'heure, je vous parlerai des objectifs. Donc, c'est parti de là. Il y a plusieurs personnes morales et physiques qui ont rejoint. Donc le PNC, ce n'est pas des individus seulement, c'est des organisations qui viennent adhérer. Mais parmi les membres et signataires, j'ai vu des individus. Oui, c'est ça que je dis. Il y a des personnes morales et des personnes physiques, des personnes ressources. C'est-à-dire quand tu es une organisation, tu te reconnais, qui se reconnaît dans les valeurs tshisékédistes, tu es le bienvenu. Si tu es un individu, tu te dis que je suis personne ressource, je suis tshisékédiste, je peux apporter quelque chose, tu es aussi le bienvenu. Voilà. Ça va. Maintenant, les objectifs? Les objectifs, c'est sur 3 axes. Le premier, évidemment, c'est le changement. Le changement politique au Congo. Le premier, nous œuvrons pour le changement politique. Évidemment, on parle de l'alternance politique démocratique au Congo. Nous œuvrons pour cela. La deuxième chose, nous travaillons pour l'émergence d'un nouveau leadership crédible. Et pour nous, la crédibilité de leadership, ça veut dire c'est un leadership qui est populaire, c'est-à-dire accepté par la majorité des Congolais. C'est un leadership qui est visionnaire, il y a une vision. C'est un leadership qui est patriote. Et c'est qui détermine ça? C'est le PNC? Non, je vais y arriver. Hein, un leadership patriote, un leadership en tout cas crédible. Et le troisième objectif, c'est l'implication de nous, la diaspora. C'est là, prenons-nous en charge. Nous, la diaspora, nous voulons nous impliquer dans les questions qui concernent le Congo. Aujourd'hui, la diaspora, je reviendrai à ta question, les flux financiers qui constituent les montants envoyés par la diaspora au Congo, c'est 9 milliards, c'est au-delà du budget national. C'est nous qui stabilisons le social, tu comprends? C'est nous qui stabilisons le social du Congo. Et nous avons un stock de compétences. On est 7 millions à l'extérieur, un grand stock de compétences. Donc, la diaspora peut jouer un rôle, joue déjà un rôle dans la stabilité sociale au niveau du Congo, mais maintenant peut jouer un rôle dans le transfert des connaissances, des technologies et tout ce que tu veux. Et c'est pour cela que nous disons dans notre troisième axe d'objectif, il faut que nous nous impliquions, nous devons nous impliquer dans la gestion de ces pays. C'est le troisième objectif. De quelle manière? De manière politique, de manière sous couvert des activités politiques, ou vous prétendez, vous comptez plutôt avoir une version politique? Vraiment, quand je dis politique, je vois parti politique comme certains autres mouvements l'ont fait récemment. Non, mais quand nous disons il faut que la diaspora s'implique dans la gestion de ce pays et dans le redressement... Pas vraiment comme société civile, mais vraiment comme un parti politique. Non, mais c'est à plusieurs niveaux, je m'explique. Nous disons qu'il faut que la diaspora s'implique dans la gestion politique et dans le redressement socio-économique de ce pays. Ça veut dire quoi? Il faut que les membres de la diaspora puissent être des candidats à tous les niveaux lors des prochaines élections. Parce que pour changer les choses, il faut avoir un pouvoir politique. Je donne un exemple. Je veux devenir bourgmestre. Moi, je suis de la commune de Lemba, Kinshasa. Je veux changer les choses. Je vais amener de l'innovation à Lemba par rapport à tout ce que j'ai emmagasiné comme connaissance dans la diaspora, à l'extérieur. Oui. Mais pour que j'arrive à amener un changement, il faut que j'ai un pouvoir. J'ai un pouvoir politique. Donc, je vais me battre pour devenir bourgmestre de la commune de Lemba. J'amène un programme communal de développement. Sous les parapluies de PNC version parti politique. Oui. Mais attendez, au Congo, pour faire la politique, il ne faut pas seulement être membre d'un parti politique. Il y a plusieurs candidats qui sont des indépendants. Oui. Et par rapport à ça, nous avons, au niveau de PNC, nous avons une formule qu'on utilise. Et par rapport à ça, les membres de PNC au Congo peuvent se présenter à n'importe quel parti politique. Quel parti politique. Quelle étiquette, quoi. Quelle étiquette, mais toujours dans l'opposition, qui sont des partis qui sont dans le camp du changement. N'importe quelle étiquette.
Mais tout ce que nous savons, c'est que ce sont des membres de PNC, ils ont le droit de bénéficier du soutien de PNC. Et ce soutien, c'est quoi? Ça peut être aussi un soutien financier, parce qu'évidemment, le PNC veut, par différentes stratégies, mobiliser des moyens financiers. Imaginez-vous que M. Marco, c'est un membre de PNC, il veut devenir député national, il peut compter sur le PNC dans ses réserves financières au moment où, évidemment, elles deviennent disponibles pour être soutenu. Il y a par exemple le soutien par rapport à la sensibilisation, certaines formations aussi, hein, en termes politiques et tout ça. Donc le candidat, où qu'il soit, du moment qu'il se reconnaît et est accepté dans PNC comme membre, peut en tout cas bénéficier et peut compter sur le soutien de PNC. Tout à l'heure, je parlais de l'implication de la diaspora. Ça, c'est l'aspect politique. Oui. Il faut qu'il y ait des candidats de la diaspora qui seront soutenus. Deuxièmement, il y a cet aspect économique. Hein. Il y a quand même des gens qui n'ont pas cette fibre politique et qui, eux, par exemple, peuvent contribuer à travers d'autres activités économiques et consorts. Et le PNC, en tout cas, est là aussi pour pouvoir accompagner, faciliter ces choses-là au moment opportun. Mais pour en arriver là, il faut effectivement que nous puissions travailler pour qu'il y ait un changement. S'il n'y a pas de changement, nous ne savons pas, nous impliquer politiquement. Il faut qu'il y ait un changement. Et c'est à ce stade-là que nous sommes. Et pour que nous puissions être capables de pouvoir nous impliquer convenablement, il faut qu'on ait un nouveau leadership qui nous donne les moyens et les conditions en tout cas, des conditions qui permettent qu'on fasse le travail que nous voulons. Voilà. Damien Touambi, je suis content de vous entendre parler ainsi parce que ça me donne vraiment une nette idée comme quoi des associations de la diaspora commence à avoir une fibre, en tout cas politique, en tout cas pour l'avenir de notre pays. Le RCK, récemment, ils ont dit à travers une vidéo que voilà, ils sont une alternance politique, en tout cas pour notre pays dans les années à venir. Nos amis de CPCR se sont alliés avec d'autres amis de France. Ils ont créé la RDC, la Renaissance du Congo. Et maintenant, je vois que le PNC est né avec une optique politique plus tard. Donc, quelque part, il y a une certaine... vous avez finalement compris que le combat version Lumbe-Lumbe n'a pas vraiment fonctionné. Il faut voir les choses de manière politique. Or, il y a bien des gens qui, déjà, avant, vous parliez, en tout cas, d'opter pour cette voie-là qui était beaucoup plus légale, en vue de faire valoir vos idées. Ben oui, mais donc quelque part, on est bien d'accord qu'il fallait bien... On a perdu un peu le temps avec... Ah non, moi je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit qu'on a perdu le temps. Et puis je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit, par exemple, que le combat de Lumbe-Lumbe n'a pas de... Non, c'est un processus. Ouais. Le contexte actuel de notre pays, le contexte politique actuel, exige maintenant d'autres méthodes. Il faut adapter le combat. Mais il y a de cela 5-10 ans, il fallait ce combat-là de Lumbe-Lumbe. On était tous dedans. On était dedans. Il a fallu ce combat. Il a fallu effectivement qu'on interdise des concerts. Il a fallu qu'on fasse des pressions sur les politiques qui viennent de l'extérieur. Il a fallu ça. Il fallait qu'il y ait des marches. Il fallait sensibiliser la communauté internationale parce que c'est elle qui soutenait la dictature. C'est elle qui facilitait à ces gens de demeurer et de continuer à paupériser la population. Ce combat a donné ses fruits aujourd'hui. Nous en sommes où nous sommes. Maintenant, il faudrait que tout le monde comprenne que la politique, elle est dynamique. Les conditions actuelles, le contexte actuel exige que nous puissions adapter notre combat. C'est pour cela que nous avons opté pour un combat politique et révolutionnaire. Aujourd'hui, on a besoin de mener un combat politique et révolutionnaire. Voilà. Damien Touambi, vous avez, dans votre expérience de président de fédération, fait remarquer tout à l'heure que l'unité entre Congolais, c'est un peu difficile au niveau de la diaspora. D'ailleurs, vous avez mené un combat comme combattant, on va dire entre guillemets, avec beaucoup de guillemets lumbe-lumbistes. Et maintenant, vous êtes plutôt tendance beaucoup plus politique. En France, il y a RCK qui commence à avoir cette tendance politique. En Belgique, il y a la RDC qui est née aussi, qui a tendance politique. Pourquoi est-ce que vous tous qui avez compris que cette fois-ci, il faut une optique politique dans votre combat, pourquoi est-ce que vous ne vous mettez pas ensemble? C'est vraiment impossible de se mettre ensemble pour être un peu plus fort dans vos revendications politiques. Non, mais moi, je crois que la notion de l'unité dans le mental congolais ne se conçoit pas de la même manière que dans d'autres cultures. Ça, c'est par mon expérience. Je vais m'expliquer. Le Congolais, il faut le laisser évoluer dans son micro-groupe. Hein? Et puis, vous savez, moi, je suis chrétien et ma Bible me dit que pour que deux personnes marchent ensemble, ils doivent s'entendre. Pour que vous puissiez marcher ensemble, vous devez avoir la même vision, les mêmes objectifs
Il faut qu'il y ait une harmonie qui règne entre vous. Si vous ne vous entendez pas, ce n'est pas la peine d'avancer. C'est ainsi que moi je t'ai dit, par rapport à la gestion des risques, il faut anticiper. Dès que tu constates que par rapport aux données que tu as, ça ne te permet pas d'avancer, il faut prendre une disposition. C'est pas une façon de dissiper un peu les farces. Non, non, les forces et les compétences comme ça, en ayant plusieurs groupes comme ça qui ont presque une même optique. Oui, mais je vais t'expliquer, c'est vrai. Chaque chose a son temps. Oui. À l'étape où nous sommes, il y a beaucoup d'ego, beaucoup de guéguerres de leadership, inutiles et ridicules. Et c'est dû à quoi? C'est la mentalité, c'est la culture du Congolais. On peut y revenir. Donc, aujourd'hui, il faut laisser le groupe se créer. Lorsque les gens dont tu parles, le groupe que tu cites, des quelque chose comme ça, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils voient les choses de la même manière. Ils ont une même démarche, ils ont une même vision, ils ont les mêmes objectifs. Ils se sont mis ensemble. Peut-être que leurs objectifs ne sont pas exactement les mêmes que nous. Peut-être que les méthodes qu'ils veulent utiliser ne sont pas les mêmes que PNC. Alors nous, avec PNC, avançons dans ce que nous sommes en train de faire. Du moment que l'objectif global est le même, selon ce que tout le monde dit, parce que tout le monde dit, l'objectif global c'est quoi? C'est la libération du Congo. Voilà, nous on fonctionne pour la libération du Congo, eux aussi. Je pense qu'à partir d'un certain moment, un moment donné, nous nous retrouverons à un point où nous serons obligés de combiner. Mais pour le moment, moi je fais appliquer ce que j'appelle le PAOR. Le PAOR c'est quoi? C'est le parallélisme actif orienté. C'est-à-dire que deux mouvements peuvent fonctionner parallèlement, hein, chacun, parallèlement, ça veut dire que chacun, on a tous le même objectif, c'est la libération du Congo, on est deux mouvements qui fonctionnent parallèlement. C'est vrai que le souhait pour être ensemble et que nous sommes ensemble. Le souhait pour être ensemble, il faut que les deux droites parallèles vectorielles aient le même sens. Toi et moi, tu seras d'accord avec moi que deux droites parallèles vectorielles ont la même direction, mais peuvent ne pas avoir le même sens. C'est le cas qu'on a aujourd'hui. On est tous parallèles là, c'est-à-dire on va tous dans la direction Congo, mais on n'a pas le même sens. On n'a pas les mêmes méthodes, pas la même vision. Alors au moment où nous comprendrons qu'il faut qu'on ait tous le même sens dans ce contexte de parallélisme actif orienté, en ce moment-là, ce sera automatique. Les forces peuvent se mettre. Je parle aujourd'hui avec tout ce qui arrive. Moi, j'ai même encore une notion, la division positive. La division positive, mais c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, peut-être que le RCK n'a pas une démarche tshisekédiste. Nous, on est des tshisekédistes. Le RCK, non. RDC, non. Le combat n'est pas valable. Ils ont leur combat vers le Congo, c'est valable. Mais pour le moment, est-ce que c'est possible, par exemple pour le PNC, de marcher ensemble avec la PARECO qui est contre... c'est impossible pour le moment. Mais à un moment donné, lorsque nous serons suffisamment avancés, parce que nous sommes en train d'avancer, on se retrouvera à un carrefour où on n'aura pas de choix. Parce que là, il y a beaucoup de paramètres, tout se réduit, tout se rétrécit. On est obligé de pouvoir à un moment donné, en tout cas, marcher ensemble. D'accord. Dans un communiqué que vous avez publié, en tout cas le PNC, on voit que vous revenez encore sur cette histoire de dialogue. Vous avez fait remarquer que finalement, avec le temps qui avance, pratiquement, il n'y aura plus élection. En tout cas, ça, c'est d'après ce que j'ai lu dans votre communiqué. Et vous revenez sur cette histoire des dialogues entre le pouvoir actuel, Kinshasa, et l'opposition. Or, on sait très bien, dans le même communiqué, vous avez dit que le pouvoir actuel a montré toute sa mauvaise foi dans la façon de préparer les élections de 2016 jusqu'à ce qu'on en arrive au constat que ce ne sera plus possible. Mais vous prenez toujours le dialogue avec ces gens-là. On n'arrive pas vraiment à comprendre cela. Pourquoi cette façon-là de voir les choses de votre part? Oui, mais c'est très simple. C'est très simple. Aujourd'hui, nous avons fait aussi des calculs avec nos experts à nous pour arriver à la conclusion que nous devons arrêter de mentir au peuple congolais. Oui, tout à fait. Il n'y aura pas d'élection en novembre. Oui. Quoi, hein. Techniquement, je peux te le démontrer. Là, c'est et vous avez dit que c'est voulu par le pouvoir. Oui, c'est voulu. Comment vous pensez encore aller négocier avec ces gens-là qui font des choses exprès pour qu'on en arrive à des situations catastrophiques? J'ai bien compris la question et j'en viens. Oui. J'étais en train de dire que nous sommes en train de prôner une étape transitoire. Hein, une étape transitoire, parce que effectivement, nous sommes aujourd'hui convaincus. Avec dialogue comme point de départ. Je vais y arriver. Oui. Je vais y arriver. Nous sommes aujourd'hui à la conclusion qu'il n'y aura pas d'élection. Techniquement, nos experts ont fait des calculs. Je peux te les démontrer même maintenant, sauf qu'on n'a pas suffisamment de temps, pour dire qu'en novembre, on ne saura pas avoir les élections en novembre. C'est impossible. Oui. OK? Alors, nous réfléchissons en anticipant.
la faiblesse de nous, les Congolais, surtout les Montous, c'est que on aime toujours réagir au moment où on est devant des faits accomplis. Oui. C'est difficile que les gens anticipent, qu'ils réfléchissent en amont, qu'ils prennent des dispositions, qu'ils fassent des analyses en amont. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y aura pas élection en novembre. Et donc, il faut prendre des dispositions. Nous sommes en train notamment d'aller dialoguer. On va aller tout droit. Je vais y arriver. Oui. Je ne fais pas cette question, je vais y arriver. Oui. Si on a fait un communiqué public, oui. on assume. Donc, il nous faut aller dans une étape transitoire. D'ailleurs, dans le communiqué, nous utilisons l'expression dispositif politique transitoire consensuel. Nous allons vers ça. Qu'on le veuille ou pas, on tend vers ça. Et maintenant, il faut déjà se poser la question de savoir quelle sera la configuration politique de cette transition. Je reviens sur le dialogue. Aujourd'hui, le dialogue, on ne peut pas débattre du dialogue comme on en débattait hier. Même quand vous prenez la feuille de route de l'UDPS, que nous avons d'ailleurs défendue pendant très longtemps, vous allez voir que cette feuille de route doit être actualisée. On ne peut plus parler du dialogue exactement comme cela a été évoqué dans la feuille de route. Oui. Vous comprenez? J'ai dit que la politique est dynamique, il faut avoir la capacité et c'est quoi de s'adapter. Les nouveaux éléments? Non, l'élément nouveau est simple. Oui. La feuille de route prône un dialogue avec plusieurs points à l'ordre du jour, mais un dialogue qui respecte les délais constitutionnels. Un dialogue qui doit nous amener à des élections crédibles, conformément à la Constitution. La Constitution dit qu'il faut qu'il y ait les élections, on convoque le corps électoral 90 jours avant la fin du mandat. Ça veut dire qu'on doit convoquer le corps électoral au mois de septembre. Ok? Ça, c'est ce que dit la feuille de route. Aujourd'hui, nous faisons un constat que techniquement, il n'est pas possible que la Constitution soit respectée par rapport à cette disposition-là. Donc, nous pensons qu'il faudrait que la feuille de route soit mise à jour. Mais nous anticipons. Tu vois, c'est d'ailleurs la preuve que nous ne dépendons pas de l'UDPS. Mais cette feuille de route émane de l'UDPS. Oui. C'est une feuille de route de l'UDPS qui n'est pas la feuille de route de la majorité présidentielle ou des autres partis qui composent l'opposition. Oui, mais... Donc, quelque part, quand vous parlez de modeler un peu cette feuille de route, cela veut dire que vous préconisez un dialogue avec tous ces partis. Mais c'est parce que vous ne me laissez pas terminer la question du dialogue. Hein, oui, mais parce que vous allez un peu... Ok, je serai bref. Ici, déjà, j'attire l'attention pour dire qu'il y a un seul dialogue. Et dans ce dialogue, c'est comme toi et moi, on doit négocier. Tu as ton agenda, j'ai le mien. Oui. Hein? Lorsque les gens disent que c'est le dialogue de Kabila, et d'autres disent que c'est le dialogue, il n'y a pas de dialogue de Kabila. Non, c'est un dialogue. Mais chacun vient avec son agenda. Oui. Kabila vient avec son agenda. Son agenda, c'est quoi? C'est le glissement. L'UDPS, avec sa feuille de route, venait avec un agenda dont je viens de te présenter plus ou moins les prescrits. Aujourd'hui, nous disons, s'il y a dialogue, les termes de référence doivent être changés. Ce ne sont plus les mêmes termes de référence. Premier élément que nous défendons, ce dialogue, parce qu'il nous reste, même si c'est un dialogue qui va être convoqué à 1 mois avant la fin du mandat de Joseph Kabila, oui. Mais ce sera pourquoi? Ce sera pour aller constater d'abord l'impossibilité d'organiser des élections. Deuxièmement, c'est pour aller faire comprendre à Joseph Kabila que par rapport au fait que tu n'as pas organisé des élections selon les prescrits constitutionnels, c'est une haute trahison. Tu l'as fait volontairement. Plusieurs indicateurs montrent que tu n'as pas voulu organiser des élections. Je t'épargne les détails de ces indicateurs. C'est une opportunité de pouvoir reconfigurer la CENI. On ne peut pas aller aux élections avec cette CENI-là. Là, vous avez parlé d'1 mois. Hein, vous avez donné l'exemple d'1 mois avant les élections, par exemple. On va reconfigurer... Pas les élections. Oui. Je ne parle pas des élections. J'ai dit même si c'est 1 mois avant la fin du mandat. Justement, avant la fin du mandat. Donc si on reconfigure la CENI, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconfigure avec tout en tenant compte du fait qu'il reste seulement 1 mois. Il reste seulement 1 mois dont les élections vont aller au-delà de ces mandats-là. Oui, mais... Et entre-temps, il y aura une CENI nouvelle ou une nouvelle CENI qui va conduire à les élections. Oui. Mais pendant ces temps-là, il y a quelque chose que vous ne voulez pas encore parler. Il y a la transition, tout le monde le sait. Vous parlez aussi de la transition, les autres partis parlent de la transition, mais il y a d'autres partis qui ne veulent pas parler de la transition, qui parlent encore des élections. Mais vous
Vous parlez déjà de la transition dans votre document. Oui. Et comment est-ce que vous préconisez cette transition? Oui, mais je voulais en arriver. Parce que si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi nous sommes dans les sujets à discuter au dialogue pour aller en transition, oui, mais on a compris que le dialogue va mener à la transition. C'est ce qu'on a compris. Mais avec d'autres termes de référence. Cette fois-ci, ce dialogue-là ne va pas aller parler, écoutez, on va organiser tout de suite les élections. Ce dialogue-là doit constater l'échec de Kabila à la haute trahison. Et préconiser une transition d'un an ou 2 ans. On va dire... Le temps sera fixé par la nouvelle CENI. Je vais m'expliquer. Oui. Le gouvernement qui va conduire cette période transitoire aura pour mission, il y a une seule mission, l'organisation des élections crédibles. Oui. Et puis, la mise sur pied d'une nouvelle CENI. Une nouvelle CENI crédible. Alors cette CENI, c'est elle, parce que c'est l'organe technique officiel pour les élections, c'est elle qui doit dire que pour que nous ayons des élections crédibles aux standards internationaux, il nous faut 1 an, il nous faut 16 mois, il nous faut 20 mois. C'est la CENI qui va nous dire que pour ça, puisque la transition n'a qu'une seule mission, les élections, donc la CENI doit dire que pour qu'on ait des élections, il nous faut autant de temps. Mais il faut une CENI crédible. Ce n'est pas la CENI des Nanga qui va nous raconter des histoires. Lorsque la CENI nous dit qu'il faut 1 année pour organiser des élections, donc la transition va durer 1 année, au moins. Plus ou moins 1 année. Et comment préconisez-vous les dirigeants de cette transition? Ça, c'est une bonne question. Oui. Si vous lisez notre communiqué de presse, nous parlons d'un concept, le grand rassemblement stratégique. Vous comprenez? Le grand rassemblement stratégique. C'est quoi le rassemblement stratégique? C'est que pendant cette transition, nous avons besoin d'avoir des conditions de paix. Il faut qu'il y ait une paix qui permet effectivement que nous puissions mettre des bases pour aboutir à des élections crédibles. Et pour qu'il y ait cette paix, considérant notre culture, considérant un peu la sociologie politique de chez nous, il faudrait mettre dans cette transition, mettre en activité tous les acteurs politiques. Tous les leaders politiques. C'est ça le grand rassemblement stratégique. Nous, on fait un rassemblement autour de PNC par rapport au valeur tshisekedi, mais là, c'est un grand rassemblement. Il faut mettre tout le monde dans cette transition. Tous les leaders politiques qui pèsent, qui ont un certain poids au pays, il faut les mettre dans cette transition. Mais nous disons sous le leadership d'Étienne Tshisekedi. Pourquoi? En 1 année. Pourquoi je vais donner une réponse? Parce que en 2011, la majorité des Congolais. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce que nous comprenons comme leadership crédible. Nous avons un élément le plus important, c'est la popularité. Pour que nous ayons une transition dans la paix. Vous parlez des bases nouvelles, des éléments nouveaux, et vous venez parler d'Étienne Tshisekedi, qu'on se rassemble autour de lui, alors que c'est le dialogue qui va déterminer les personnes qui vont diriger cette transition. Mais nous anticipons. Vous anticipez, vous proposez déjà votre... Vous partez déjà vite en besogne comme le Moïse Katumbi qui est déjà propulsé comme candidat pour l'opposition. Et d'ailleurs, il dit que j'ai rassemblé l'opposition autour de moi. Donc vous allez un peu... Je sais que j'ai mélangé un peu, mais vous allez un peu dans le même style, quoi. Non, donc vous venez comme ça, vous proposez déjà votre personnalité, tout en sachant qu'il y a différentes structures qui viendront aussi avec le leur. C'est là que nous allons retourner dans le problème de non-unité, de manque d'unité des Congolais, et ça va faire capoter les choses. Non, mais tu ne m'as pas suivi alors. Oui. Je parle du concept du grand rassemblement stratégique. Mais c'est ça, le mot stratégique. Oui. Hein? Parce qu'on peut dire grand rassemblement. Oui. Pourquoi nous disons grand rassemblement stratégique? Oui. C'est pour cela que nous ajoutons le paramètre Étienne Tshisekedi. Pourquoi? Je m'explique. Étienne Tshisekedi, avant de citer son nom, un paramètre important pour que nous ayons une transition productive, il faut que le leadership soit populaire, accepté par la majorité des Congolais. Vous savez, si on place pendant la transition quelqu'un qui n'est pas accepté par les Congolais, ça va foirer. Oui. Okay? Il faut que ce soit un leadership accepté par la majorité des Congolais. En ce moment-là, nous avons l'espoir d'aboutir de manière paisible aux élections crédibles. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas du fanatisme, mais c'est des paramètres objectifs. En 2011, laissez-moi terminer, en 2011, la personne qui a été élue par la majorité des Congolais, la personne acceptée par la majorité des Congolais, c'était Étienne Tshisekedi. La particularité aussi, pourquoi nous parlons de stratégique? La particularité de la transition, ce sera que celui qui sera président ne va pas se présenter aux élections.
Comprenez? Celui qui est président. Donc vous avez déjà programmé certaines choses de telle sorte qu'au moins, ne fût-ce que pendant 1 année ou 2 ans, Étienne Tshisekedi puisse être à la tête du Congo. C'est ça un peu. Non, mais je ne suis pas d'accord avec ta façon biaisée d'interpréter. Oui. Non. Non, mais j'interprète par rapport à ce que j'entends. Si nous le disons, hein, même si nous sommes des Tshisekedistes, nous sommes sortis du cadre. En management, non, vous n'êtes pas sortis du cadre, vous venez déjà mais avec je m'explique. En mettant votre leader en exergue. Je m'explique. Oui. Nous sommes sortis du cadre. Nous avons pris un hélicoptère, comme on dit en management. On réfléchit à froid. Je vous donne des paramètres objectifs. Vous êtes d'accord avec moi que pour qu'on ait une transition crédible, il faut que le leadership soit populaire. Ça, c'est clair. Maintenant, posons-nous la question de savoir quel est l'homme politique, quel est l'homme politique qui peut incarner un leadership populaire au Congo? C'est qui? Est-ce que c'est Katumbi? Est-ce que c'est Kamere? Est-ce que c'est Kamere? Freddy Matungulu. Non, je continue à citer comme vous avez commencé. Non, si vous êtes, soyons objectifs. Kamere était quand même 3e, hein? Mais il est quand même arrivé 3e. Je suis d'accord avec toi, mais il y a Tshisekedi. Il y a quand même une certaine popularité là. Tshisekedi était premier. Mais Tshisekedi de 2011 n'est plus Tshisekedi de 2016. Attendons, disons-le de manière... C'est quand même différent. Non, ce n'est pas différent. La preuve. Vous savez quand même qu'il y a des leaders qui ont émergé entre 2011 et 2016. Mais nous prenons en compte, vous n'avez pas compris, lorsque je parle du grand rassemblement stratégique, je répète ce que j'ai dit, c'est un rassemblement, c'est un leadership dans lequel vous mettez toutes ces personnes-là. Il ne faut pas que vous alliez dans la transition sans mettre tous ces leaders politiques, non. Ils doivent être là-dedans, de manière active. Seulement, il faut mettre à la tête de ce leadership, nous proposons Étienne Tshisekedi, nous avançons des arguments. Les arguments que nous avançons sont objectifs et vérifiables. Le paramètre populaire. Donc, je finis. Donc, c'est un leadership dans lequel vous mettez tout. Parce qu'imaginez-vous que vous allez en transition sans, par exemple, les grands leaders du Katanga. Vous aurez des problèmes avec les Katangais. Vous allez dans les élections sans les grands leaders de Bandundu. Vous aurez des problèmes. Il faut mettre tout le monde dans ce grand rassemblement stratégique. Mais nous proposons que ce leadership soit mené par Étienne Tshisekedi pour les raisons objectives que nous sommes en train de présenter. Mais tout cela émanerait du fameux dialogue. Or, les anti-dialoguistes, les anti-dialoguistes, comme on les appelle entre guillemets, ils voient en cela une sorte d'étalement, des tapis rouges pour la majorité présidentielle actuelle. Non, mais je viens de vous donner des réponses. Je vous dis que comment voulez-vous que dans un dialogue où nous allons constater la trahison... Non, mais vous avez dit tout. Vous avez dit tous les acteurs politiques. Vous n'avez pas dit les acteurs politiques de l'opposition. Ah, vous parlez de la transition? Oui. Merci de me corriger. Vous avez dit tous les acteurs politiques. Merci de me corriger, mais si vous m'aviez bien suivi, vous aurez compris que je parle de l'opposition, je parle des gens qui sont dans le camp du changement. D'accord. C'est une transition. D'ailleurs, si vous lisez notre communiqué de presse, nous avons bien dit, c'est un dispositif transitoire sans les institutions qui ont amené à la trahison. Et vous pensez que ça va aller? Attendez, tout à l'heure je vous ai dit ceci. Nous menons un combat politique et révolutionnaire. Un dialogue ou une démarche politique sans la révolution, c'est voué à l'échec. On ne rêve pas. Ne pensez pas que si on va au dialogue et tout ce que je vous propose comme schéma politique, si nous ne prenons pas en compte la dynamique révolutionnaire, c'est un échec. Et la dynamique révolutionnaire, c'est quoi? C'est qu'il faudrait amener le peuple avec ça. La population, les masses populaires, la pression des masses populaires donc Damien, si je comprends bien, il y aura une sorte de dialogue. Et à l'issue de ces dialogues, la majorité présidentielle actuelle vous dira, bon voilà, nous vous avez constaté notre trahison, nous on a échoué, on vous laisse la transition et pendant tous ces temps-là, nous on se met à l'écart, on vous observe. Ou bien on ouvre grand la prison de Makala, nous on va tous en rentrer dedans pendant que vous vous occupez de la transition. Je m'explique. Ou bien on prend l'avion, on va s'exiler pendant que vous vous occupez de la transition, c'est ça? Non, on n'a pas besoin pour le moment, pendant ce dialogue ou après le dialogue, on ne fera pas la chasse aux sorciers. Oui, mais que deviendront-ils ces gens-là? Oui, mais ils vont dire quoi? Ce que nous exigeons, c'est clair et c'est net. Nous voulons une période transitoire, un dispositif politique transitoire consensuel, sans les institutions qui ont fait foirer les choses, sans la majorité présidentielle. Nous voulons sans Joseph Kabila. C'est clair, c'est clair. On ne voit pas comment est-ce que... Mais lui, déjà pendant le dialogue, on va lever l'option pour le traduire en justice. C'est une autre trahison.
Et à la Cour suprême. Vous allez au dialogue comme ça, avec des idées comme ça. Non, j'ai dit qu'on peut, hein. J'ai dit bien qu'on peut le traduire en justice. Vous vous souvenez encore des raisons pour lesquelles la conférence nationale souveraine n'a pas marché? Non, mais attends, c'est pour cela que je te dis que nous n'allons pas... le Parce dialogue... qu'il y avait déjà des optiques genre on va arrêter Mobutu, on va le mettre en prison. C'est ça qui a énervé aussi ce qui représentait la majorité présidentielle de l'époque. C'est un élément... Mais quand vous allez déjà avec ça au dialogue, je vous assure que vous n'allez pas vous en sortir. Je m'explique mieux. Oui. Je viens de le dire tout à l'heure. Aller au dialogue sans les éléments de pression, sans des éléments révolutionnaires, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il y a de cela quelques mois, à l'époque de la feuille de route, nous on disait que le dialogue, c'est une démarche stratégique pour aboutir à la révolution. Ouais. Aujourd'hui, aller au dialogue dont je parle, sans les éléments de pression, ça ne sert à rien. La constitution congolaise, hein, nos documents constitutionnels, montrent que dans le cas où le président de la République n'a pas organisé les élections de manière volontaire, c'est une haute trahison. La Cour constitutionnelle, c'est une cour qui a le mandat, qui a les capacités, les compétences de pouvoir juger le président et le Premier ministre dans le cas de haute trahison. Ce sont des éléments que nous évoquerons, n'est-ce pas? Ce n'est pas que, voilà, Kabila, on te met en prison tout de suite, mais c'est des choses qu'il doit savoir. C'est un élément de pression. Donc il va venir au dialogue tout en sachant qu'à l'issue du dialogue, il sera traduit en justice. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut qu'il ait ça à l'esprit. Il doit savoir que ce qui s'est passé là, haute trahison, c'est un fait. C'est un fait, mon frère. Ce n'est pas un truc qu'on imagine, c'est un fait. Joseph Kabila n'a pas organisé les élections et il a voulu comme ça. Ça s'appelle haute trahison, c'est un fait. On n'a même pas besoin de le lui dire. S'il vient au dialogue, le dialogue c'est un dialogue. Nous sommes en train de parler pour dire, écoutez Joseph Kabila, à l'issue de ton mandat, voilà c'est fini le 20 décembre, tu te retires. Il doit savoir que ce qu'il a posé, il doit savoir que l'acte qu'il a posé, c'est haute trahison. Ce n'est pas qu'à l'issue du dialogue, on les traîne en justice, mais il doit le savoir. Que Elo quoi ça les haute trahison. Nous lui disons oui bon d'accord, on est d'accord avec vous. Oui. Nous on a fait la haute trahison, on vous laisse le pays, on vous laisse la transition, gérer la transition et on attend voir les choses. Notre avenir, on les met entre vos mains, c'est ça. Maintenant c'est à eux de se décider. C'est pour cela que j'amène encore une fois, j'insiste sur le bras révolutionnaire. Nous ne venons pas au dialogue avec nos costumes et nos cravates. Hein, on revient plusieurs fois sur ça. Avec nos cravates, écoutez, Kabila, tu as trahi, bon, dégage. Non, c'est-à-dire qu'il y a un bras révolutionnaire. Si Kabila n'obtempère pas aux exigences du peuple, mais les peuples se prennent en charge. Il y a ce bras révolutionnaire qui va agir. Parce qu'il n'y a rien qui nous garantit que nous allons aboutir à notre planification. Nous, notre schéma, c'est qu'on va à la transition pour aboutir à un gouvernement, un leadership très collectif qui nous amène aux élections. C'est le plan. Mais maintenant, ça peut ne pas aboutir à ça. Kabila peut sortir l'armée. Et par rapport à ça aussi, j'insiste pour dire que si cette démarche politique n'est pas accompagnée d'un axe révolutionnaire, ça ne sert à rien. Et l'axe révolutionnaire, c'est là qu'il intervient si Kabila ne veut pas obtempérer. Parce que quand même, c'est clair, c'est la haute trahison. Et voilà. Si jamais c'était le cas? Si c'était le cas, c'était quoi? Si jamais il ne voulait pas obtempérer. Mais c'est ça que je dis, le bras révolutionnaire va agir. Et vous avez ce bras révolutionnaire. Mais ça fait quand même plusieurs années. Quand je dis bras révolutionnaire, ce n'est pas les militaires. Parce que chaque fois qu'on dit bras révolutionnaire, on a l'impression que c'est les militaires. Mais ça fait plus de 3 ans, qu'il y a un travail qui se fait au sein des populations. On dit, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé l'année passée en janvier? Mais est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Mais cette fois-ci, une activité à laquelle l'UDPS n'a pas voulu participer. Ça c'est autre chose, voilà. Mais moi je vois les faits. Tu as vu des jeunes gens qui se sont pris en charge et ça a eu des résultats parce que la loi qui devait être modifiée ne l'a pas été. Mais cette fois-ci, ce sera 3 fois ce qui s'est passé là. Et ce sont des choses qui se font déjà plusieurs années. Cette sensibilisation se fait déjà plusieurs années. Et c'est ça le bras révolutionnaire. Le peuple va se prendre en charge. Prenons-nous en charge. Damien Twambi, on va essayer d'évoluer. Vous avez vu comme moi que le G7 a plébiscité Moïse Katumbi comme leur candidat, en tout cas aux présidentielles prochaines à venir, tout en souhaitant que ça va avoir lieu. Et il a dit, en tout cas, je l'ai entendu dire, que j'ai réuni l'opposition. Vous, en tant que membre de l'opposition, vous vous retrouvez en ces propos? Il réunit l'opposition. Mais écoutez, les gens, nous on est des démocrates, chacun est libre de dire ce qu'il veut, hein. Tu vois, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais nous, PNC, nous pensons que
Si tu lis bien notre communiqué de presse, nous sommes en train de mettre en garde ce que nous appelons les nouveaux opposants. Parce que nous considérons que les nouveaux opposants sont des opportunistes. Hein? Les nouveaux opposants sont des opportunistes. Les nouveaux opposants, c'est-à-dire ceux qui viennent de la majorité présidentielle ou même ceux qui n'en étaient pas, qui viennent par exemple de la diaspora, qui sont là parce qu'il y a par exemple Freddy Matungulu, on les mettrait dans ce sac-là, par exemple? Non, c'est-à-dire que Freddy Matungulu... Ou c'est juste une étiquette que vous collez à ceux qui viennent de la majorité présidentielle et qui se font appeler opposants aujourd'hui? Il y a eux, ceux-là, et toutes ces personnes qui aujourd'hui apparaissent et qui font montre d'indices de récupération politique. Oui. Mais essentiellement, ceux qui sont actifs, ce sont ceux-là qui viennent maintenant de la majorité présidentielle et qui sont des opposants et qui veulent prendre la tête de l'opposition. Ça, c'est quand même insensé. Nous les avons mis en garde dans notre communiqué et nous maintenons cette mise en garde. Il faut une date précise pour devenir membre de l'opposition. Il faut des années où n'importe qui peut aujourd'hui dire, mais voilà, je me rends compte, après tant d'années de travail avec le gouvernement actuel ou la majorité actuelle, que j'étais dans la mauvaise direction et j'ai décidé de changer. Ça se fait pas aujourd'hui. C'est trop tard. On souhaite ça d'ailleurs. C'est trop tard. Non, on souhaite que les gens... Alors pourquoi les attribuer Oui, mais je vais en venir. Oui, mais attends, quand on est nouveau, on est nouveau. Quand tu quittes la majorité présidentielle aujourd'hui, tu intègres l'opposition. Oui. Tu es nouveau dans l'opposition par rapport à quelqu'un qui est là, ça fait 10 ans. C'est clair, c'est un fait, c'est même pas de la philosophie. Oui. C'est un fait, ok? Ces personnes-là viennent de quitter la majorité cette année, n'est-ce pas? Ce sont de nouveaux opposants, entre guillemets. C'est un fait. Mais on ne va pas les stigmatiser pour autant. À partir du moment où ils ont une nouvelle valeur. Oui, il n'y a pas de problème. C'est comme on dit en christianisme, elle est née de nouveau. Oui, mais il n'y a pas de problème. Ils sont nés de nouveau politiquement. Dans le christianisme, tu es né de nouveau, mais tu as un processus. Tu es né de nouveau, mais il y a un processus qui ne finit pas. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui a eu de l'expérience avec Dieu, qui a développé la notion d'intimité avec Dieu, est différent de la personne qui est née de nouveau. Il est né de nouveau, il a un temps, il a un processus pour développer cette intimité. Ça, c'est très normal. Et quand on revient dans ceci, c'est des nouveaux opposants, c'est bien, parce que le camp de Joseph Kabila est en train de se vider et notre camp en est en train de s'enrichir. Mais maintenant, ayons quand même de l'humilité. Il y a des gens qui sont là, qui ont travaillé dans l'opposition, qui ont travaillé sur les peuples, tous les résultats que nous voyons aujourd'hui à travers nos populations, tout cet éveil. Mais il y a des gens qui ont fait un travail, tu vois. Alors imagine-toi que toi, tu viens de sortir maintenant là, tu viens à peine d'adhérer à l'opposition et tu veux être à la tête de toutes ces personnes-là. Humainement, ça pose un problème. C'est pour cela que nous les mettons en garde. Nous disons, oui, vous êtes le bienvenu parce que vous venez renforcer le camp du changement, mais il faut que ça soit sincère. Il faut que ça soit sincère. Il ne faudrait pas venir frustrer ceux qui sont là, qui ont fait un travail louable sur lequel aujourd'hui nous tous nous comptons pour pouvoir amener le pays dans une période de révolution. C'est pour cela que nous on dit, il est libre de pouvoir dire, voilà, moi je deviens opposant. Il est libre de dire qu'il est en train de chercher à rassembler l'opposition. Bon, moi je ne sais pas, je n'arrive pas à donner pas seulement du crédit, mais du contenu à cette déclaration-là. C'est à lui de nous dire un peu qu'est-ce que lui il comprend. Est-ce que ce n'est pas toujours comme dans l'optique de l'UDPS de vouloir un peu, entre guillemets, cracher sur des potentiels candidats ou des potentielles personnalités qui voudraient bien se mettre en face de l'UDPS, en tout cas par rapport aux élections. Ah non, ça c'est faux. Quand on a vu à un certain moment Martin Fayulu émerger, Dieu seul sait combien on a vu des personnalités ou des personnes, des sympathisants de l'UDPS attaquer un peu parce que voilà, on voyait en lui comme la personne crédible pour pouvoir faire face à... Après lui, c'était Kamere. Kamere, on a vu des pierres jetées sur lui. Ah non, pas lui, parce que... Après, on voit le docteur Mukwege. Chaque fois qu'on cite quelqu'un qui peut se présenter en face de la majorité actuelle et qui n'est pas de l'UDPS ou du PNC, cette personne-là est toujours stigmatisée. Mais c'est une façon de dire quoi? Je ne suis pas d'accord avec ça. Si, c'est une façon de dire que voilà, si il doit avoir quelqu'un pour faire face à la majorité présidentielle actuelle, c'est quelqu'un de l'UDPS. Non, mais c'est déjà tu fais une très mauvaise réflexion par rapport à ça. Enfin, un mauvais constat, pas réflexion, mais un mauvais constat. C'est que les gens qui contredisent toutes ces personnalités politiques que tu cites, c'est les Congolais. On les a tous. Mais la plupart. Oui, attendez. Mais laissez-moi, vous m'avez posé la question. Pardon, je côtoie les Congolais, je côtoie les réseaux sociaux tous les jours et je sais combien toutes ces personnalités ont été stigmatisées.
Si on était devant un PC ici, je vous aurais montré des preuves. Ces personnalités dont je viens de citer, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Dr Mukwege, Vital Kamerhe, toutes ces personnes-là qui se sont révélées à un moment ou à un autre comme étant un candidat valable contre la majorité actuelle, les sympathisants de l'UDPS se sont jetés sur ces personnes. Mais je réagis. Hein. Je ne suis pas membre de l'UDPS, mais ce sont des faits qu'on constate. Oui. Au départ, l'UDPS, c'est un parti démocratique, c'est un parti... Tu n'as jamais remarqué qu'à un moment donné aussi, la base dit une chose alors que sa direction politique dit autre chose. Hein? C'est ça. On peut même dire que voilà, il y a un problème de communication, il n'y a pas d'harmonie. Non, c'est la démocratie. Les gens sont libres, la base, les gens sont libres de donner leurs avis. Ce n'est pas parce que Étienne Tshisekedi a reçu Moïse Katumbi que toute la base doit dire ouais, c'est bon. Non, mais ils sont libres de donner leurs avis. On dit, mais écoutez, président, vous avez reçu ce monsieur, mais nous pensons ceci. Voilà, c'est ce que tu constates, du moins pour ceux qui concernent les membres de l'UDPS. Ils sont libres de donner leurs avis. Mais pour toutes les personnalités que tu as citées, dont j'ai un minimum de respect, il faut dire que ce sont des Congolais qui réagissent. C'est des Congolais qui réagissent. Kamerhe, ce n'est pas les membres de l'UDPS uniquement qui l'ont contesté pendant longtemps, mais c'est des Congolais, beaucoup de Congolais. Quand il venait, il a été dernièrement attaqué aux États-Unis, est-ce que ce sont les membres de l'UDPS qui l'ont attaqué? Non, c'est des combattants, c'est des Congolais. Lorsqu'il vient ici, ce sont des Congolais. Donc il ne faut pas dire que ce sont seulement les membres de l'UDPS, ainsi de suite. Encore une deuxième preuve pour dire que voilà, ce n'est pas dans l'esprit de la direction politique de l'UDPS ce climat de conflit ou de clivage. Mais Étienne Tshisekedi reçoit tout le monde. Il a reçu Moïse Katumbi, il a reçu Martin Fayoulou, parce que pour ne citer que cela, hein, et qu'est-ce qui vous dit qu'il n'est pas en contact avec Mukwege? Vous comprenez? Donc c'est un faux problème. Damien Twambi, très récemment, on a vu le verdict du procès Bemba. On a vu ce que ça a donné. Qu'est-ce que cela vous fait? Un opposant de moins, donc bon débarras quelque part, ou ça vous a fait quelque chose? Oui, pour Jean-Pierre Bemba, oui, Jean-Pierre Bemba, c'est un compatriote, hein, c'est un de nos frères, et c'est regrettable, effectivement, qu'il y ait un tel verdict pour ceux qui le concernent. Nous savons très bien que Jean-Pierre Bemba est détenu à la CPI comme un prisonnier politique. Hein. C'est vrai que le souhait aurait été que voilà, Jean-Pierre Bemba puisse être libre de ses mouvements et puisse être avec sa famille politique et tout ça. Donc c'est quand même regrettable que Jean-Pierre Bemba puisse être retenu. Mais c'est vrai que ta question, elle est assez particulière parce que, comme tu disais, pour nous, c'est comme un candidat de moins. Non, Jean-Pierre Bemba, le MLC, évidemment, ne représente qu'une petite entité dans tout ce microcosme politique congolais. C'est que Jean-Pierre Bemba, même sa sortie, n'aurait pas représenté un grand danger par rapport aux aspirations populaires actuelles. Voilà. Damien Twambi, vous avez vécu certainement les événements du 22 mars en Belgique. Comment est-ce que ces événements-là vous parlent, étant donné qu'un pays aussi grand que la Belgique, avec toute la sécurité qu'il a quand même connu ces difficultés-là, que tout le monde craint d'ailleurs, et combien à plus forte raison des pays comme les nôtres, où nous ne sommes pas encore attaqués, en tout cas touchés profondément par cette problématique des terrorismes, mais que déjà des pays voisins qui n'ont pas cette potentialité terroriste comme telle arrivent à nous déstabiliser. Un pays comme la Belgique a été déstabilisé par le terrorisme. Nous, on a été déstabilisés par des pays limitrophes, mais on pourrait un jour être déstabilisé par le terrorisme si on ne fait pas garde. Or, la Belgique a fait garde. La Belgique savait qu'il y avait une imminence au niveau des attaques, mais n'a pas pu tenir front par rapport à cela. Oui, mais au départ, c'est très déplorable et très triste par rapport à tous nos frères et sœurs qui sont décédés, paix à leur âme, et évidemment par rapport aussi à tous ces Belges qui sont, et même d'autres personnes en tout cas, qui sont passés à cause de ces actes terroristes. Moi, j'aborde ça sur deux aspects. Le premier, c'est les causes. Hein, une des causes, il faut reconnaître, c'est un peu cette action un peu cavalière de la communauté internationale, de l'Europe, de la Belgique, des États-Unis vers ces pays arabes. Hein. On a vu leurs actions sur les terrains, la manière dont ils ont mené des guerres injustes. Et ce sont ces guerres injustes qui font maintenant un feedback
en tout cas négatif, et vraiment au détriment des populations européennes. Alors, je fais un parallélisme avec ce qui se passe aussi dans nos pays. On a plusieurs fois déploré cela, hein, la présence des Européens, les multinationales, tout ce qu'ils font dans nos pays à nous. Par exemple, je prends le cas du Congo où vous avez des multinationales qui sont là, qui alimentent des groupes armés, et cela entraîne l'affaiblissement, la vulnérabilité de nos populations, cela entraîne plusieurs morts au Congo, et voilà. Mais maintenant, nous sommes comme exposés à ces choses-là, parce que nous sommes un pays où nous avons aussi de l'uranium, hein. Nous ne savons pas jusqu'où peuvent aller ces terroristes, mais ils ont déjà visité quelques portes africaines, le Mali et tout ça, même en Afrique, en RCA, déjà il y avait quand même des soupçons. On n'est pas à l'abri de ces choses. Donc moi je pense que si les Occidentaux, les Européens, les Américains n'arrivent pas à réguler un tout petit peu leur fonctionnement avec leurs multinationales dans notre pays par rapport à nos minéraux, évidemment ils exposent non seulement le Congo à ce genre d'activité terroriste, mais le Congo peut devenir aussi une cellule, hein, parce que nous avons tout le matériel, tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir continuer à mettre la pression sur les Occidentaux. Et nous n'avons pas les frontières. Ah voilà, nos frontières sont poreuses et voilà, on n'a pas pour le moment un État, un leadership politique sérieux qui peut permettre d'assurer la non-porosité de nos frontières. Voilà le risque. Damien Twambi, un autre fait d'actualité, Panama Papers. Aujourd'hui, on parle de ces fonds de 17 000 milliards qui se seraient évadés au niveau de Panama là-bas. Et il y a des noms congolais, des noms d'hommes d'affaires, des politiciens congolais qui commencent à sortir de cette liste. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est là tout en sachant que les personnalités politiques et économiques congolaises commencent aussi à être citées dans ces listes. Oui, moi je crois que la liste n'est pas terminée. Je crois qu'on apprendra encore beaucoup de surprises dans les années à venir, parce que tu vas te souvenir que Matata Pogno nous a toujours parlé de la croissance économique dans notre pays. C'est quelque chose de réel, parce que évidemment il y a plusieurs années on exportait 100 000 tonnes de cuivre, et aujourd'hui on en est à 1 million. C'est très normal que nous ayons quand même notre PIB qui augmente et tout ça, mais tu vas constater que cette richesse ne profite pas du tout aux populations, parce que tout simplement la richesse n'est pas investie dans le développement humain, c'est clair. Mais où va cet argent, hein? La magouille se fait à plusieurs niveaux. On prive le Congo de plusieurs milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est des chiffres que j'ai déjà communiqués plusieurs fois à différentes interventions. Chaque année, il y a 100 milliards de dollars qui quittent le Congo pour aller vers l'extérieur, hein, mais provenant des sociétés minières et pétrolières. Hein. Imagine-toi que nous, on est un pays où on n'a qu'un budget de 8 milliards, hein, avec un PIB à peine 30 milliards. C'est pas normal. Et l'Angola, qui est à notre côté, qui a plus ou moins le potentiel comme nous, a un PIB de plus ou moins 280 milliards de dollars et un budget de 48 milliards, 60 milliards, pendant que nous, on est à 7 milliards. Vous comprenez? Ça veut dire que tout ce que nous créons comme richesse profite à un groupe, une poignée de personnes. Et voilà, il y a quelques années, il y a un député britannique, je crois, au niveau des îles britanniques vierges, mais qui a dénoncé même le pouvoir en place. Un colis minier évalué à 5 milliards de dollars au niveau de la bourse des îles britanniques vierges a été vendu plus ou moins 100 millions de dollars au niveau du Congo. Mais le reliquat, c'est quoi? C'est encore la même classe, le même groupe en tout cas qui bénéficie de ça. Donc je pense que c'est bien déjà que les noms puissent commencer à sortir. Ça nous pousse à faire encore beaucoup plus attention, et j'espère qu'au niveau du Congo, ils auront le courage d'interpeller, notre Parlement aura le courage d'interpeller toutes les personnes citées, et surtout de constituer des missions de contrôle des états financiers, de contrôle de toutes ces sociétés un peu dirigées de manière indirecte par les personnalités congolaises, et de pouvoir en tout cas arriver à mettre en échec ces gens. Mais nous pensons qu'avec le leadership actuel, on ne peut rien espérer, parce que ce leadership est impliqué aussi dans cette mafia. Mais tous ces noms qui sont déjà là, et des noms qui vont venir après, n'est-ce pas une sorte de manne pour l'opposition congolaise? Ah oui, mais ça nous arrange. Hein, ça donne... Quand je dis ça nous arrange, c'est triste que notre argent, l'argent du peuple congolais, soit autant dissipé, et qui ne serve pas du tout au développement du pays, au développement humain, à l'éducation, santé et tout ça, mais que ça profite à une poignée d'hommes. C'est triste. D'autre part, voilà, nous avons des arguments en plus.
pour pouvoir, en tout cas, au moment opportun, dire au peuple que voilà, si nous voulons mettre ces gens hors d'état de nuire, même par rapport, même par rapport à ce dialogue, tout à l'heure on discutait sur comment est-ce qu'on peut mettre, on peut ostraciser la majorité qui est sur place dans un dialogue. Voilà, ce sont des éléments, par exemple, que le peuple peut détenir pour dire, nous avons vu ce que vous avez fait de la République pendant 10 ans, on ne veut pas de vous, donc mettez-vous de côté. Et ça, c'est le bras populaire qui pourrait encore accentuer. Damien Touambi, quand vous regardez le Congolais aujourd'hui, ou la communauté congolaise aujourd'hui en général, en tout cas au niveau de la diaspora, qu'est-ce que vous chiffonne? Waouh, d'abord nous sommes un peuple extraordinaire parce que c'est un peuple qui a un grand potentiel. Déjà en Belgique par exemple nous sommes 40 000, dans le monde on est 7 millions, c'est un gros potentiel. Il y a un stock de compétences énorme, il y a des gens intelligents dans nos communautés congolaises. Mais alors la seule chose qui me chiffonne moi, c'est un problème d'homme. J'ai fait un jour un posting en disant que oui, nous voulons travailler pour la délivrance de la nation, mais pour qu'il y ait délivrance de la nation, il faut d'abord qu'il y ait la délivrance du cœur humain. L'homme congolais, l'humain congolais est de mauvaise foi. Il a un cœur, en tout cas mauvais, un cœur où il est incapable de développer l'amour de l'autre. Il est incapable de pouvoir encourager l'autre, pousser tout ce qui est positif. Il est incapable de parler, de dialoguer dans la franchise. Il est incapable de pouvoir d'abord mettre en exergue l'intérêt général. L'homme congolais est très égocentrique. C'est ça des paramètres, des défauts, des problèmes qui nous bloquent. Et moi, ça me préoccupe. Même lorsque nous prions pour le Congo, moi je dis, prions pour le cœur du Congolais. Il faut qu'on change, il faut que le cœur change. En ce moment-là, évidemment, le vrai amour va naître. Ça va ramener à une véritable unité. Vous voyez, tout à l'heure, je suis sceptique sur l'unité. Quand il n'y a pas cet amour, l'unité, c'est de la fiction. Et ça va permettre effectivement que nous puissions constituer en ce moment-là une force. Mais pour le moment, c'est ça qui me déprime. Je vois quel potentiel on a, les capacités qu'on a. Nous sommes capables de relever, de redresser ce pays. Mais ça nous bloque. Et c'est un problème en fait qui est... On ne fait pas attention à ça. Donc, le cœur de l'homme. L'amour et l'unité font défaut un peu. Voilà, ça reste parfois des notions un peu fictives et tout ça, l'amour. Mais voilà, il faut prier pour ça. Il faut qu'il y ait un effort. Damien, on n'est pas foncièrement mauvais en tout cas. On a quand même des bonnes choses aussi. Qu'est-ce qui vous plaît alors dans cette communauté? Ah oui, je viens de le dire. Hein, vous savez, le Congolais, c'est quelqu'un d'agréable, c'est quelqu'un qui vit sa vie, c'est des gens... j'ai dit qu'il y a beaucoup de compétences, surtout maintenant, c'est un patriote, le Congolais aime son pays, c'est un travailleur aussi. Hein, même quand on dit que voilà, les Congolais, ils aiment la musique, la bière et tout ça, non, mais quand le Congolais a du travail, il le fait. Hein, moi, je suis allé au Congo quelques fois, j'ai vu comment les gens sont capables de faire des grandes choses à partir d'un petit rien. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Mais regarde ce qu'on fait de lui. En dehors du fait qu'il y a un problème de cœur, mais aujourd'hui, il est paupérisé, il est chosifié. On le met dans des conditions d'aliénation, des conditions qui font que, voilà, ça accentue encore cette mauvaise posture de cœur. Mais sinon, le Congolais, c'est quand même un être merveilleux. Un dernier mot, Damien? Un dernier mot, c'est un plaisir d'avoir eu un échange avec toi qui a été assez vif et ça m'a beaucoup plu. Et c'est un appel que je voudrais plutôt lancer. Hein. Je saisis en tout cas cette opportunité pour lancer un appel aux Congolaises et aux Congolais. La nation est en danger. Nous sommes arrivés à un moment crucial de l'histoire de notre pays et nous, qui sommes la jeune génération, nous avons une responsabilité. Et aujourd'hui, nous devons nous décider, nous devons prendre la décision de nous prendre en charge. Nous devons arrêter d'avoir nos yeux tournés vers la communauté internationale. Nous devons arrêter d'avoir nos yeux tournés uniquement vers nos leaders de qui nous attendons tout. Nous devons nous prendre en charge. C'est ainsi que je lance un appel à tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs que je viens de présenter tout à l'heure, de nous rejoindre. Rejoignez-nous dans la dynamique, prenons-nous en charge et qu'on se prenne en charge. Surtout les jeunes. Notre créneau, notre cheval de bataille, c'est surtout la jeunesse. Que ce soit ici ou sur place au Congo, nous avons besoin que les jeunes, que les Congolais, les patriotes nous rejoignent, qu'on se prenne en charge et qu'on puisse participer à la gestion de ce pays et qu'on puisse participer au redressement socio-économique de ce pays afin que nos enfants, notre progéniture puissent nous être reconnaissante un jour. Voilà. Merci beaucoup, Damien. En tout cas, c'était un plaisir aussi pour moi de participer à cet entretien avec vous. C'est partagé. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Nous aurons encore pas mal de choses à partager
avec nos téléspectateurs. Voilà, chers amis téléspectateurs et des TV, c'était un plaisir pour nous, en tout cas, de vous savoir nombreux à nous suivre et nous espérons en tout cas que nous reviendrons encore avec d'autres thématiques, pas seulement politiques, culturelles, sportives et bien d'autres, surtout sociales. Vous savez que le problème qui gangrène aussi notre communauté, aussi bien ici en Europe que Congo, c'est le social. Donc nous allons essayer de revenir vers vous avec d'autres thématiques, comme j'ai dit. Merci beaucoup de nous avoir été fidèles et nous espérons nous retrouver très bientôt. Bye bye.